Salut, bienvenue sur Mediapart. Qu'il parle de la mainmise de la mafia en Italie, de la criminalité et du narcotrafic, ou bien des adjectifs venimeux utilisés par l'extrême droite et nos responsables politiques pour parler des étrangers et des réfugiés, Roberto Saviano le fait toujours avec des mots percutants et une très belle langue. C'est aussi le cas dans son dernier livre, Giovanni Falcone, sur ce juge italien assassiné en 1992 par la mafia sicilienne qui sort aux éditions Gallimard. Toujours lucide, menacé, vivant sous protection policière depuis 20 ans, depuis son livre Gomorra, l'écrivain italien n'oublie jamais de nous parler de la nécessité de dire la vérité, de se battre pour ses idées, de la force de l'engagement. Un rappel plus que nécessaire à un moment où beaucoup d'entre nous peuvent être sidérés et se sentir démunis face au fascisme qui rampe. En ce vendredi 7 février, Roberto Saviano est notre invité exceptionnel. C'est à l'air libre, l'émission de Mediapart. Bonjour Roberto Saviano. Buongiorno. Merci beaucoup d'être sur Mediapart aujourd'hui. Alors en 2006, évidemment, tout le monde s'en rappelle, beaucoup de gens s'en rappellent, vous avez publié Gomorra, un grand livre sur la mafia italienne, qui vous vaut depuis près de 20 ans de vivre sous protection policière, mais vous n'avez jamais arrêté d'écrire, de documenter la pieuvre du crime organisé en Italie et en Europe. En ce début d'année 2025, on peut lire deux de vos livres. Le premier, c'est Giovanni Falcone, aux éditions Gallimard, une enquête et un roman sur le juge Falcone, assassiné en 1992 par la mafia sicilienne, aux éditions Gallimard, je l'ai dit. Disponible aussi dans quelques jours en poche, aux mêmes éditions, un livre important qui date d'il y a 2 ans, 30 portraits pour un monde engagé, il s'appelle Crie-le, 30 portraits pour un monde engagé. C'est un livre sur la lutte et l'espoir, et qui déjoue aussi les ressorts politiques qui sont ceux des conservateurs et de l'extrême droite, qui est la peur, en réalité. Vous en parlez beaucoup. Et c'est particulièrement utile à un moment où, évidemment, on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump et Elon Musk, où l'extrême droite est très présente en France et en Europe, et avec des partis conservateurs qui, finalement, adoptent les mêmes mots qu'elle. Ma première question, Roberto Saviano, elle ne sera pas politique, elle sera humaine, et je sais qu'on vous la pose souvent, mais comment allez-vous et comment peut-on vivre quand on vit depuis 20 ans sous protection policière? Qu'est-ce qui nous anime chaque jour? J'aimerais bien pouvoir dire que je vais bien, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et je me suis pas habitué, on ne s'habitue jamais à ça. Je dirais qu'actuellement, la situation, c'est comme si j'avais désappris à vivre autrement que comme ça. C'est bizarre. J'aimerais bien pouvoir trouver quelque chose, et d'ailleurs, c'est quelque chose que je remue dans ma tête en permanence, essayer d'en sortir, mais en fait, c'est quasiment impossible de continuer à être ce que je suis en souhaitant sortir de cette condition. C'est-à-dire que pour rester ce que je suis, il va se trouver que je vais devoir rester dans cette condition tout le temps, d'où mon angoisse. Plus la situation que je vis, le conflit avec mon gouvernement actuel. Voilà, c'est très compliqué. Le gouvernement italien est très dangereux. C'est vraiment un gouvernement qui est en train d'aller vers une dérive autoritaire et vivre sous escorte, sous protection. Quand on a aux commandes un tel gouvernement, c'est vraiment difficile. On va reparler justement de ce qui se passe en Italie et de l'extrême droite. Et on voit bien d'ailleurs dans votre livre, on va en parler maintenant, comment l'écriture finalement est aussi pour vous une façon de continuer de vivre et de documenter et de vous battre. Ce livre, c'est un très gros roman de 600 pages, très documenté, que vous avez mis 6 ans à écrire sur un événement très important qui a été l'assassinat du juge Falcone en 1992, très important en Italie. On en a aussi parlé évidemment en France. Et c'est intéressant parce que c'est un juge qui a juste décidé un jour, mais c'est beaucoup de choses, décidé un jour de faire son travail, c'est-à-dire ne pas enterrer les dossiers, défier les pouvoirs politiques et économiques. Vous dites qu'il a finalement eu le courage de faire son métier et il en est mort. Il a choisi d'avoir du courage. Nous, on pense qu'on est en étant soit courageux, soit pas courageux. En fait, le courage, c'est un choix. C'est-à-dire que c'est faire œuvre
de courage est un choix que l'on prend. Ça veut dire qu'on décide d'être courageux, ce qui ne veut pas dire être téméraire et encore moins ne pas avoir peur. Parce que la peur, c'est quelque chose de sain. La peur, elle nous protège. Elle va être aussi celle qui va nous permettre d'éviter le risque. Être froussard, ça c'est autre chose. Ça c'est mauvais. Or, il se trouve que lui, le juge Falcone, il a décidé, il a fait le choix du courage. Il a dit, je continuerai. Quoi qu'il se passe, il a fait le choix de la solitude. Il a même fait face à la délégitimation qu'il a vécue. Et il y a un certain moment, on va lui mettre du TNT sous sa maison à la maison, et elle n'explose pas. Et bien, les gens vont jusqu'à dire à ce moment-là, pour enlever sa légitimité, de dire que c'est lui qui a mis le TNT sous sa maison, lui tout seul. Donc ça a été des grands moments de solitude. C'est-à-dire que ses amis même ont pensé qu'après tout, peut-être c'est lui qui avait inventé toute pièce cet attentat et l'avait monté de lui-même. Donc le courage, en l'occurrence, ça consiste en quoi? Croire à des principes et non jamais déroger. Et lui, ce qu'il a dit, c'est par la connaissance et par le droit qu'il faut dévoiler quels sont les rouages du pouvoir. La pensée d'un monde sans mafia brûlait dans sa poitrine, écrivez-vous à la fin du livre. Ce courage solitaire, vous l'écrivez aussi, il l'a payé de sa vie. À quoi a servi son sacrifice? Où en est l'Italie, votre pays, du combat contre la mafia? Le juge Falcone a changé le monde. Pas simplement l'Italie, je dis bien le monde, par cette méthode scientifique d'enquêter. C'est-à-dire qu'il a démontré que les organisations criminelles n'étaient pas des espèces de groupes ou de bandes de voleurs à la petite semaine. C'était vraiment l'avant-garde, en fait, du capitalisme contemporain. C'était, disons, la partie la plus évoluée du capitalisme qui était en mesure de se connecter ou de se mettre en relation avec ses propres codes. Elle s'est adaptée ses codes à ce mode de fonctionnement. Et ça, c'est Falcone. Aujourd'hui, où qu'on soit dans le monde, si on veut étudier les organisations criminelles, on applique la méthode Falcone. La mafia qui a tué et assassiné Falcone, elle n'existe plus, c'est-à-dire que l'organisation a complètement changé de stratégie. Aujourd'hui, les juges, on ne les tue pas, on les achète. Et le prix qu'il faut payer est extrêmement élevé et les organisations criminelles sont allées en fait jusqu'à faire évoluer leur propre stratégie d'investissement également. Par exemple, les bitcoins. Ils investissent dans le nord de l'Europe aussi. Et puis, chose tout à fait inattendue, Falcone n'y aurait pas pensé. S'il voyait ça aujourd'hui, il dirait incroyable. Hein. Les mafias n'investissent plus dans leur propre territoire. Moi, j'ai grandi dans un territoire où les organisations criminelles investissaient dans les magasins de techno, dans les restaurants. C'est fini. Ils ne le font plus en Italie et encore moins dans le sud de l'Italie. Ils vont le faire éventuellement en France ou dans le nord de l'Europe. Ça veut dire que, vous parliez de Falcone, mais ça veut dire que l'évolution de ce capitalisme criminel, et on va y venir après sur le trafic de drogue notamment, l'évolution de ce capitalisme criminel, finalement, elle suit précisément l'évolution du capitalisme financiarisé international. Oui, c'est exactement ça. Au moment où Falcone étudie cette organisation criminelle et d'autres, à l'époque, on dit que les organisations essayent en fait, de s'insérer dans, on va dire, le flux du capitalisme démocratique. Appelons-le ainsi. Or, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que c'est le capitalisme qui a été complètement imbibé par la mafia. C'est-à-dire, on essaie de ne pas redistribuer la richesse, on va détruire la concurrence, on va chercher le monopole, on va exploiter des systèmes offshore. C'est-à-dire que les règles du marché, lutte contre les monopoles, redistribution, protection par l'État, le welfare, tout ça, ces règles-là, on se dit, elles ne sont pas là pour protéger mon entreprise, elles sont là pour m'empêcher de tourner en rond.
et de faire ce que j'ai à faire. Or, il y a un capitalisme qui, à l'époque, estimait que et sa légitimité, son fonctionnement passaient par le respect de ces règles. Or, aujourd'hui, le capitalisme lui-même, au sens large, est, pour ainsi dire, imbibé des valeurs des organisations criminelles. C'est le capital libéral qui est devenu mafieux. Et ça, il l'avait senti, Falcone. Il voyait qu'on allait dans ce sens-là. Il voyait très bien que c'était la direction que l'on prenait. Puis il y a aussi un détail important, et là j'en terminerai la réponse à cette question. Escobar, par exemple, dans les années 70-80, essayait d'entrer dans les banques américaines, mais il avait du mal. C'est-à-dire qu'il pouvait, mais avec pour blanchir des capitaux limités. Et à ce moment-là, les banques se disaient, effectivement, s'ils entrent avec tous leurs capitaux, là, ces narcotrafiquants de Colombie, ils vont finir par prendre en main la banque. Donc, ils ont dû aller au Panama et aller ailleurs pour investir leurs fonds. Or, c'est le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, les grandes banques, et on a des preuves partout, il y en a des dizaines, les grandes banques internationales sont à la recherche des capitaux du trafic de stupéfiants et ils sont contents d'accueillir cet argent-là. Leur intérêt, ça provient par exemple des trafics d'armes ou alors même de l'exploitation des ressources d'Afrique. Et pourquoi est-ce qu'ils sont ravis d'accueillir tout ça? Mais parce qu'il y a des liquidités colossales en jeu. C'est intéressant parce que vous nous dites si le capitalisme libéral est devenu mafieux, ça veut dire que nous devons nous rendre compte que d'abord les institutions du système économique et financier sont imbibées de ces circulations mafieuses, mais aussi qu'une grande partie de nos économies, du PIB de nos économies, est liée au crime organisé. C'est exactement ça. C'est étudié d'ailleurs ce phénomène. Vous prenez par exemple les mises sous séquestre ou les saisies sur des biens matériels. Ou sur, par exemple, de la cocaïne. On se rend compte que ça représente peut-être 5, 10, 15% du produit intérieur brut. C'est des estimations difficiles à faire parce que quand on fait des saisies de drogue, par exemple, on sait que la cocaïne qui est saisie, c'est en fait 33% de ce qu'il y a vraiment comme flux de cocaïne. Donc c'est rien du tout. Et parfois, en une seule opération d'intervention, on va saisir l'équivalent de 100 millions de cocaïne, de valeur de cocaïne. Exemple, il y a une saisie il y a quelques années dans un port de Toscane, le port de Livourne en l'occurrence, une cocaïne qui valait, dont la valeur c'était le prix par exemple de qui voudrait acheter une équipe de foot, la Juventus, ça serait le même prix. Et ça c'était une seule opération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre économie sur Terre qui soit assimilable à ça. C'est-à-dire sur un très très petit espace, un gain pareil, des sommes pareilles en tellement peu de temps, ça n'a pas d'équivalent. Et ça, si vous voulez, ça raconte aussi le mal-être de notre époque. C'est-à-dire que plus on va mal, moins on est heureux, plus la vie va vite, plus on est sous le coup de la concurrence, de se mesurer aux autres, et plus il y aura de la drogue. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Décrivez-nous un petit peu l'ampleur, justement, pour ce qui concerne l'Europe, l'ampleur de la façon dont l'Europe est finalement concernée par ce trafic de la cocaïne, et notamment la France. Vous dites souvent que la France est la plaque tournante, contrairement à ce qu'on pense et ce que nos politiques ont longtemps pensé, du trafic de drogue en Europe. En fait, il y a des choses que j'ai jamais comprises. Pourquoi est-ce qu'en France, par exemple, on n'a jamais pris conscience du fait que sont présentes en France les plus importantes mafias du monde, quand même? Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas conscient aussi du fait que la cocaïne inonde littéralement le pays et puis que lorsqu'elle arrive en France, ensuite elle peut transiter vers le Royaume-Uni, en l'occurrence maintenant, elle passe par la France.
cette cocaïne qui finit au Royaume-Uni. Il y a des analyses qui sont intéressantes. Vous pouvez faire des analyses de la Seine, par exemple, voir quelle est la présence des résidus de drogue. Même chose pour les égouts. On va voir qu'il y a des résidus très importants. Ça, c'est des chiffres et qui montrent qu'on a une consommation qui monte en flèche, différent de l'héroïne. Parce que, par exemple, la cocaïne, elle est suivie, elle est plus facile à suivre que par exemple, la consommation d'héroïne. L'Europe, là, actuellement, vit une véritable épidémie de cocaïne qui s'explique à la fois par la chute du prix et par le mal-être. Et au plan géopolitique, la France a un rôle important. Parce que, en fait, ça fait un moment déjà qu'avant d'arriver en Europe, la cocaïne a transité par les pays d'Afrique qui étaient des pays de tradition française, on va dire. Auparavant, elle arrivait exclusivement dans les ports espagnols et dans les ports italiens. Madrid, le sud de l'Italie, c'était les plaques tournantes. Aujourd'hui, en Guinée-Bissau, au Mali, il y a des gros stocks et ce sont les Corses, les cartels corses qui gèrent. Et ça veut dire que les cartels français ont un rôle à la fois d'approvisionnement et de distribution très important. C'est très compliqué à expliquer aux opinions publiques dans le monde entier. Mais si vous voulez, ce qui, on va dire, dans la banlieue va être du sang, du désespoir, eh bien, les gens qui poussent à la conso, etc., les gangs, eh bien, au centre-ville, ça se transforme en quoi? En hôtel, en restaurant, pompe à essence, supermarché. Cette espèce de recyclage. C'est-à-dire que ça, c'est typiquement les lieux où va investir la mafia. Donc les gens se disent « Ah, mais c'est la faute des banlieues, c'est la faute des immigrés ». Parce que les gens ne sont pas conscients, c'est-à-dire ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'économie qui est derrière tout ça. Justement, j'ai des questions là-dessus. Puisque la France, vous le savez, est en train de voter une loi sur le narcotrafic. Elle a été votée au Sénat. Elle est en train d'être examinée à l'Assemblée nationale. Prévoit notamment la création d'un parquet national anti-stupéfiants, même réunir les narcotrafiquants dans des prisons spécialisées. La question vous a été posée, vous dites ce sont de bons premiers pas, mais vous dites il y a deux problèmes, si je vous suis bien. Vous dites, un, elle ne va pas du tout assez loin sur les processus financiers et le blanchiment qui soutiennent ces trafics. Et vous dites justement, il y a un problème dans la façon dont on parle de ce trafic, puisque notre ministre de l'Intérieur, très conservateur, Bruno Retailleau, fait exactement ce que vous dites. Il nous parle beaucoup des banlieues, des narco-racailles, des narco-enclaves dans les quartiers populaires, avec un discours qui cible beaucoup ces quartiers-là, et évidemment la population de ces quartiers-là. Donc, nous sommes dans cette situation en France. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour comprendre, en fait, je pense qu'il faut du temps. Et puis, il faut réfléchir à la chose de près. En fait, les organisations criminelles maghrébines, en l'occurrence, pourrissent la vie, surtout de la partie saine de leur communauté. C'est-à-dire, par exemple, la mafia tunisienne, elle fait du mal à qui? Surtout à la communauté tunisienne. Même chose pour la mafia marocaine. Elle pourrit la vie des Marocains. Et elle va en fait être un bénéfice pour l'économie bourgeoise française. Les gens qui sont vraiment les victimes. Et moi, en tant qu'Italien, c'est quelque chose que j'ai étudié de près. Les plus grandes victimes, ce sont les gens sains, je dirais. Vous voyez, les Italiens, que j'appellerais sains, qui étaient en Amérique latine, ils ont vu leur vie détruite par les gens qui se comportaient mal et qui étaient d'origine italienne. Ces gens-là, à ce moment-là, se mettant surtout dans le système bancaire et aussi dans la construction, dans le bâtiment, comme ici. En fait, est-ce qu'il y a oui, il y a une mafia française, la mafia corse, qui a des codes à l'italienne, je dirais. Et cette mafia-là, elle fait venir la drogue en France. Et en vertu d'un accord très très ancien maintenant, qui remonte, je dirais, à la création même des banlieues, ils n'ont pas le droit.
les Corses ne mettent pas les pieds, c'est-à-dire qu'ils vont fournir la drogue, mais ils ne structurent pas. Alors, à ce moment-là, les organisations vont organiser, les organisations tunisiennes, marocaines, algériennes, un peu moins, vont fournir cette drogue. Il y a aussi des structures serbes, notamment de l'Est de l'Europe, et on voit arriver maintenant des organisations hybrides, camerounaises et sénégalaises en l'occurrence. Donc, elles sont là et elles distribuent. Et l'argent, et ça c'est ce qui manque dans le débat, c'est ce qu'on n'a pas compris, c'est que l'argent qui est gagné, il va où? Dans le tourisme, dans l'économie de la grande distribution. Et donc ces gens-là ont donc besoin de la politique pour faire tout ça. Est-ce que consommer, c'est être un criminel? C'est ce que nous dit aussi le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il a lancé d'ailleurs ces jours-ci une campagne de communication pour dire que les consommateurs participent, je cite, à une entreprise de mort. Il dit « Je veux les culpabiliser ». Que dire de ce discours? C'est dangereux. Au strict niveau de l'analyse, ça a du sens. C'est-à-dire que quand on consomme, il est vrai qu'on contribue à une économie criminelle. C'est la même chose si on achète de l'essence, d'ailleurs. Alors, je comprends d'un certain côté, ça a un sens, sa volonté de sensibilisation en disant aux jeunes, quand tu achètes de la coke, du hashish, tu soutiens la mafia, c'est bizarre mais c'est comme ça. Par contre, deuxième élément, si on faisait la guerre à la consommation, ça amènerait simplement un renforcement du pouvoir de la mafia, parce que ça permettrait à ce moment-là à l'organisation criminelle d'organiser des espaces de consommation, d'augmenter le prix de la drogue à ce moment-là, parce que le clan va te garantir la livraison à la maison. C'est hyper risqué. La guerre contre la drogue a été menée par les États-Unis a en fait renforcé considérablement les cartels. Ils sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus puissants aujourd'hui. Il faut réglementer les drogues, les légaliser. C'est évident. Après, il y a le président colombien, il y a quelques jours, a fait une proposition. Il a dit qu'il faudrait légaliser la cocaïne. C'est un petit peu une provocation, mais ça a du sens pour autant. Pour moi, si on légalisait maintenant la cocaïne, ça serait terrible. Mais l'objectif à terme, c'est de réglementer, c'est-à-dire créer une société de consommation critique. Là, actuellement, la France, et ce n'est pas la première fois que je le dis, la France n'a pas un problème de fentanyl. On n'en a pas en Europe alors que c'est une véritable dévastation aux États-Unis. Ça coûte rien. C'est la drogue la plus puissante que l'on connaisse. À 3-5 $, on peut se procurer une dose de fentanyl. Et à la troisième prise, on est déjà dépendant. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fentanyl en France? Pour une seule raison, c'est-à-dire que les cartels n'en veulent pas. Ce n'est pas la police qui arrive à empêcher le fentanyl d'arriver, ce n'est pas l'État français du tout. S'ils voulaient le faire, mais ça serait inondé de fentanyl. C'est les cartels ne veulent pas, parce que ça coûte cher. Et ensuite, s'il y avait une épidémie de fentanyl, ça obligerait les pouvoirs publics à une forte répression. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des milliers et des milliers d'Américains qui utilisent le fentanyl? Ça nous amène à réfléchir à l'isolement, à la souffrance et à l'absence de bonheur. Et au désespoir économique, et à la souffrance économique et aux difficultés matérielles des gens. Un mot, alors j'ai plein de questions et ça pourrait durer très longtemps notre entretien. Un mot sur la corruption que vous documentez évidemment depuis des années. Je ne sais pas si vous avez vu, Mediapart diffuse en ce moment un film dans les salles de cinéma qu'on a produit sur l'ancien président Sarkozy et plusieurs de ses anciens collaborateurs soupçonnés d'avoir conclu, je cite, un pacte de corruption, ça c'est l'expression de la justice, pour le financement par le régime de Mouammar Kadhafi de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. Ouais. Et c'est intéressant parce que c'est un film qui rencontre du succès.
comme vos livres rencontrent du succès. Pourtant, on entend beaucoup de gens nous dire, des médias notamment, ou des responsables politiques nous dire « Oh, les citoyens, ils ne veulent plus entendre parler de la corruption maintenant, ça les ennuie. D'ailleurs, ça ne les dérange pas de voter pour des gens corrompus. » Est-ce que c'est si vrai que ça ? Non, évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais je pense quand même qu'il y a une part importante de la politique qui a réussi à laisser entendre que la corruption, c'était quelque chose d'inévitable. Et puis, dans la mesure où elle est inévitable, ce qu'on va dire, on va se dire, bon, il y a corruption, c'est pas si grave. L'important, c'est de savoir si tu te sens bien, si ça te fait aller bien. Donc, le critère, en fait, de représentant politique, c'est pas savoir si on fait les choses bien ou pas. Il se dit, bon, pourquoi pas ? On peut aussi accepter la corruption si les gens vont bien quand même. Et ça, c'est un parcours très dangereux parce que, après tout, les mafias ne disent pas autre chose. La mafia dit tout homme, toute femme sur Terre peut s'acheter. Tout le monde peut être acheté. Et infatti, voglio dire, questo documentario bellissimo. Effectivement, d'ailleurs, je voulais le dire, c'est un documentaire magnifique qui donne un autre regard sur le pays, sur la France, et ça m'intéresse beaucoup parce que, pour l'instant, en tout cas, l'opinion publique, enfin pas les journalistes bien sûr, mais l'opinion publique française n'est pas consciente du fait que les organisations criminelles françaises ont limité l'accès à des groupes. On a évité que, par exemple, les groupes islamiques soient financés par la drogue. Ça a été fait par les cartels. L'objectif, évidemment, étant d'en tirer un avantage. Et ça s'est fait quand, ça ? Ça s'est fait lorsque un des membres, un des terroristes du groupe du Bataclan a été livré par les organisations criminelles albanaises qui travaillaient en Belgique et l'ont remis aux autorités françaises. Là, il y a une vraie alliance qui est scellée à ce moment-là. Alors, c'est des conjectures pour l'instant, ce dont je parle à ce stade, mais ça reste intéressant tout de même parce que les organisations criminelles, auparavant, s'étaient pas intéressées, s'étaient pas occupées de ce sujet. L'attentat en Espagne, vous vous souvenez, à Atocha, la gare Atocha, terrible. Comment est-ce qu'ils se sont financés, les terroristes, à ce moment-là ? Ils ont vendu de la drogue à la Camorra napolitaine, qui, elle, ne savait pas qu'ils étaient en train d'acheter du TNT. C'est-à-dire qu'eux, ils ont vendu de la drogue au cartel napolitain, ou du hashish. Et lorsque les organisations italiennes ont compris, elles ont commencé à réfléchir en disant « Ok, on ne donne plus aux groupes islamistes. » Et ça a été quelque chose en fait, qui s'est fait au détriment de la démocratie en Europe. Et pour en revenir justement à ce procès de Nicolas Sarkozy, c'est intéressant parce que lui et ses soutiens ne cessent d'attaquer la République des juges. D'ailleurs, comme la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, qui attend une décision de la justice dans l'affaire des assistants parlementaires du Parlement européen de son parti, tout comme notre Premier ministre, François Bayrou, dont certains membres du parti ont été condamnés dans la même affaire. Cette expression, la République des juges, vous qui sortez ce livre sur le juge Falcone, elle nous semble à la fois éculée. En Italie, elle a été beaucoup utilisée aussi, et pourtant, elle semble extrêmement puissante politiquement. Est-ce que vous qui avez écrit ce livre-là, qu'est-ce que vous en dites ? Cette tentative de la politique autoritaire de faire des juges des fonctionnaires qui sont là simplement pour réglementer certaines problématiques du quotidien d'un pays, c'est ça leur intention. Ils veulent que les juges ne fassent pas d'enquête, notamment en ce qui concerne le pouvoir. Et je vois que la magistrature italienne a très peur. Ils savent très bien, les juges. Ils savent très bien que s'ils touchent à des entrepreneurs qui sont proches du gouvernement, ils vont avoir une pression personnelle sur l'OV. Et moi-même, je me tiens à l'écart des procès italiens parce que je sais très bien qu'en fait, les juges subissent une pression extrêmement
colossal et vraiment qui s'apparente à un vrai banditisme de la part du gouvernement italien. Et pour autant, je ne pense pas que ça va changer à court terme. L'extrême droite gagne du terrain partout. Donc je pense que l'équilibre démocratique qui permette la séparation des pouvoirs, je pense qu'il est compromis à court terme. Parlons de l'Italie, l'extrême droite de Giorgia Meloni au pouvoir. On a beaucoup entendu, nous ici, on a eu des élections législatives il y a quelques mois où l'extrême droite était proche du pouvoir. On a beaucoup entendu de voix nous disant, notamment à droite, à l'extrême droite, dans les médias, oh, Giorgia Meloni, ça va en fait, c'est pas une politique vraiment d'extrême droite, pas du tout. Quels adjectifs, quels mots vous utiliseriez pour définir les politiques concrètes et réelles de l'actuel gouvernement italien ? Pour faire comprendre aux gens qui ont peut-être cette idée en tête que Giorgia Meloni fait une politique conservatrice. Quand on s'oppose au gouvernement Meloni, on s'expose à en vivre des conséquences, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur leurs propres ressources. Ça vous est arrivé? Oui, ça m'est arrivé bien sûr très souvent. Je ne sais même pas si ça a déjà été dit en France, là, au moment où on se parle, mais je suis sorti des conversations, sont sorties toutes les conversations sur Fratelli d'Italia, donc Fratelli d'Italia, le partiment de Mme Meloni. Il y avait donc le fait que tout ça est sorti ces derniers jours. Les salaires sont gelés, rien ne bouge, mais ça ne passe pas. Ils mentent. Ils mentent sur l'immigration, sur les organisations criminelles qui, je viens de vous le dire, investissent à peu près partout dans l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti conservateur qui respecte la règle démocratique. C'est quand même un parti, je dirais, d'orientation fasciste qui n'a pas du tout l'intention, si vous voulez, de continuer à jouer le jeu. Ils sont vraiment dans le droit fil, dans la continuité de cette histoire-là du fascisme. Moi, je suis venu ici, je vais vous donner des exemples. Ils n'arrêtent pas de couper des trucs. Par exemple, je vais à l'Institut de la culture italienne, avec traduction, etc. Hop, ça a été annulé. Ils ont tout de suite immédiatement interdit l'événement, et quand ils ont vu que c'était moi qui venais parler. Donc, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont une marge, ils vont s'engouffrer pour faire tout ce qu'il est possible de faire. Ça, c'en est un exemple. Une vision qui est, je choisis sur le critère de la fidélité, de la loyauté, pas compétence. J'allais même dire, plus on est incompétent, et plus ça va. C'est-à-dire l'appareil de l'État ne fonctionne pas pour cette raison. Les critères de choix ne sont pas les bons. Mais, il problème est que tutto questo non viene detto. Mais ce n'est pas dit tout ça, parce que le système italien est en pleine crise. Le système des médias, quand on n'a plus de quoi payer les investigations, les journalistes, c'est facile à ce moment-là d'acheter les médias et donc l'opinion publique pour 3 fois rien, littéralement. Vous dites souvent, quand vous êtes interrogé sur la France en France, vous dites souvent, attention, Françaises et Français, le présent italien risque d'être l'avenir de la France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon assez synthétique, je sais que c'est long à expliquer, mais vous faire comprendre aux gens qui nous regardent, pourquoi? Quel est le parallélisme? Pourquoi? Eh bien, parce que Bardella et Le Pen observent de très près la stratégie de Meloni depuis un bon moment déjà. Ça les intéresse. Elle est devenue le modèle pour la droite européenne, Meloni. Et au plan international, il y a cette espèce de volonté libérale, atlantiste, alors qu'elle est autoritaire au plan local, capable d'avoir des discussions en direct, en l'occurrence avec Trump en ce moment.
invece il trampiano militante numero uno. Et la transformation de la règle démocratique, pouvoir cibler ses rivaux, par exemple. Si tu critiques le gouvernement en tant que journaliste, il faut que tu deviennes candidat quelque part, que tu prennes part au jeu. Et donc, si tu deviens candidat, je vais gagner, et si je gagne, si je l'emporte, je peux te faire taire. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens qui se permettent de s'exprimer en tant que journalistes sur le pouvoir, on leur dit entre dans l'arène. Et ça plaît beaucoup à la droite française en disant j'ai gagné, donc je commande. Voilà, je dois me faire accepter, même si j'ai gagné les élections, en montrant que, de facto, je respecte la règle démocratique. Nous vivons un moment qui sidère beaucoup de gens. Ce qui se passe avec Donald Trump et Elon Musk aux États-Unis, certains appellent ça un coup de force, un coup d'État quasiment en direct aux États-Unis. Nous vivons ces droites européennes qui utilisent les mêmes mots que les extrêmes droites et qui s'allient finalement rhétoriquement et politiquement, et ça arrive aussi en France, évidemment, avec l'extrême droite. Beaucoup de gens sont troublés, sidérés, déprimés. Vous avez fait un livre qui s'appelle « Crie-le » il y a 2 ans, où finalement c'est un dialogue avec des figures du passé ou présentes, contemporaines, qui nous donnent la force de dire la vérité, de continuer à se battre, d'espérer. À tous les gens qui sont sidérés en ce moment par cette situation, qui se demandent ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce que vous dites? Vous dites souvent dans vos livres, il faut d'abord décrypter le langage de la peur, dire ce qu'on pense, ne pas avoir peur et continuer d'avancer. Beaucoup de gens attendent de savoir ce que vous avez à leur dire dans ce moment de sidération. Souvent, je pense à une phrase de Simone Veil. Elle dit, même lorsqu'on a le sentiment que tout est perdu, on n'a jamais perdu pour autant la possibilité de comprendre. Et moi, je suis scotché littéralement en ce moment. C'est-à-dire que je ne pense pas que l'opinion publique soit en mesure de comprendre la complexité des choses. Il faut toujours aller vite pour tout. Vous vous rendez compte, moi-même, ça fait 20 ans que je lutte sur ces thèmes, et ça ne sert à rien. En gros, le gouvernement actuel peut me traiter comme ils veulent. Ils ont écrit, le gouvernement a écrit, Saviano est le pire écrivain d'Italie. Ils viennent d'écrire ça. Mais ce qui est important, c'est comprendre ce qui se passe. C'est le premier pas, c'est le premier acte de résistance. Je ne sais même pas quel conseil vous donner, je ne sais même pas quoi faire moi-même. Parce que qu'est-ce qu'on voit? Les sportifs se taisent, les artistes se taisent. Bon, ils vont s'exprimer peut-être sur le Moyen-Orient, sur d'autres choses. Mais en fait, s'ils s'expriment sur la politique intérieure ou les choses locales, on leur coupe les vivres. Quand on parle de ce qui se passe ici, c'est pas possible. L'agent va lui téléphoner, non, écoute, là, ça, tu peux pas trop parler de ça. Et quand on prend position, de toute façon, ça sert à rien. On l'a vu aux États-Unis, c'est-à-dire que l'opinion publique peut tout à fait vous écouter parce que vous êtes chanteur, elle aime vous écouter chanter, mais elle va pas écouter votre vision du monde. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Comprendre, approfondir, avoir encore le droit à la complexité. Et pourquoi est-ce qu'on continue d'aller de l'avant? Pour rester fidèle à soi. Et vous nous encouragez dans ce livre à décoder le langage de la division, à le comprendre, à mettre de côté la peur. Vous avez dit que c'est un sentiment qu'on peut éprouver, mais de le mettre de côté. Et vous nous dites aussi, déterminez toujours de quel côté êtes-vous. Posez-vous individuellement la question de savoir de quel côté de l'histoire êtes-vous. Et ça peut vous aider à vous guider, c'est ce que vous dites.
Merci beaucoup Roberto Saviano d'être passé par Mediapart. On rappelle votre livre Giovanni Falcone qui sort aux éditions Gallimard et puis cet autre livre Crie-le qui est sorti il y a 2 ans, qui ressort en poche et qui est très utile au moment où nous nous parlons. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci à vous qui nous suivez. Il y a un dossier sur Mediapart qui s'appelle « Et si le Rassemblement national arrivait au pouvoir ?» qui est en accès libre. Vous savez que les articles de Mediapart sont souvent payants. Celui-là, il est en accès libre, donc vous pouvez vous y référer, l'envoyer à vos amis, puisque Roberto Saviano nous l'a dit, nous devons garder les yeux très ouverts en ce moment. À très vite sur Mediapart.